Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous. La culture, c'est de la miel et aujourd'hui, attention, aujourd'hui nous allons nous livrer à une critique radicale de la démocratie. La démocratie comme éponge, comme pouvoir d'absorption de la différence, de toutes les différences. La démocratie comme machine assimilationniste, sans jeu de mots. La démocratie qui est aux objets sociaux, ce que les trous noirs sont aux objets célestes. Oui, car elle a de l'appétit, cette démocratie. Tout ce qui est différence, tout ce qui est altérité, lui donne faim et la met sur la piste. Elle est constamment en recherche de ce qui ne lui ressemble pas, de ce qui lui est lointain. Dans sa prétention universaliste, totalisante, globalisante, il n'est pas de corps étranger dans le monde connu ou inconnu, présent ou à venir, qui ne puisse être promis à rejoindre l'inclusion pour se dissoudre de façon harmonieuse dans le jeu dialectique d'une opposition régulée. Il est cependant certaines altérités radicales, certaines foi exigeantes, et pas seulement des foi religieuses, qui ne peuvent être contraintes à rejoindre le grand bal démocratique sans s'adultérer. Le faisant, elles changent de nature, se prostituent, et ne font plus que porter le nom de ce qu'elles étaient avant de renoncer à elles-mêmes pour pouvoir intégrer le grand jeu. C'est là que la démocratie opère une transformation sur les objets hétérogènes qu'elle intègre et fait devenir partie de soi. C'est un processus d'ingestion et de digestion, avec tous ces accidents éventuels de rejet, de lourdeur, de gaz, de fermentation, et finalement d'excrétion de sous-produits. La démocratie se nourrit d'altérité pour en faire de l'identité. Devenu identité, ce qui fut autre et qui maintenant forme sa matière ne lui sert plus à rien. C'est son passé, matière morte, rebut, déchets, reliques, langage figé et objet muséographique. La démocratie ne se nourrit et ne se soutient que du projet des altérités qu'elle va saisir ou qu'elle est sur le point de réduire. C'est une matrice vertigineuse dont la voracité est infinie. Un processus d'aplanissement complet de tout relief, de toute aspérité, un crible qui tamise toute différence, une formidable machine à rendre tout uniforme. D'elle-même, la démocratie est improductive. Elle n'engendre rien en guise de différence. Elle n'est qu'une immense entreprise d'écrasement de toutes les différences, de toute forme de différence, et en cela, elle est un totalitarisme. Voilà pourquoi il est si difficile de la penser. Et la plupart du temps, on se contente soit de la rejeter, soit de la louer et de lui donner son assentiment de façon inconditionnelle. Il faut lui dire amen ou la combattre. Mais alors, si on la combat, sachez que sa virulence devient extrême. Pour le Quidam, le tout un chacun, il est moins difficile de garder son indépendance d'esprit sous une dictature que sous une démocratie. Eh oui, c'est indéniable. Cet apparent paradoxe vous sera confirmé par nombre de personnes qui ont eu la chance de pouvoir vivre sous un régime communiste du temps de la guerre froide. Et la raison qu'ils invoquent bien souvent est tout simplement que la dictature possède une tête pensante. La démocratie, elle, est acéphale. Observons au passage que son acte de naissance en France est assorti d'une spectaculaire décollation. Ce qu'elle dit, la démocratie, ne vient pas d'une instance, mais de mille, qui ensemble répercutent le même bruit, le même motif, la même inquiétude, la même idée, le même mot d'ordre, avec variation. Sa technique est de proposer un pluralisme factice, d'organiser des confrontations ad hoc caricaturales entre les pour et les contre. Ceci a pour fonction d'enclore le débat dans des bornes prédéfinies à l'avance, à la manière d'un jeu, dont les règles et les limites du terrain sur lequel il se joue fixent une fois pour toutes l'univers de ses possibles. Il sera ainsi extrêmement difficile de faire entendre que l'on n'est ni pour ni contre, qu'être pour ou qu'être contre est d'une stupidité consommée, d'un infantilisme absolu
et relève d'un manque d'imagination et d'intelligence qu'il est nécessaire de voir la question autrement, selon des normes et des critères qui n'ont pas été formulés mais qui sont beaucoup plus pertinents. La fameuse liberté de parole, dont il est tant question dans la bouche des défenseurs du système démocratique, n'est finalement que la liberté de se jeter comme un idiot dans un débat faussé, sans jamais en venir à questionner de trop près les présupposés de ce débat, son implicite. La liberté de parole ne se résume qu'à la liberté de faire chorus avec les cons et de répéter encore une fois, pour la 1001e fois, ce qui déjà, avant soi, a été répété 1000 fois. Les voix divergentes ou les dissidentes sont ainsi étouffées. Elles ne sont pas directement réprimées, du moins pas si elles s'en tiennent à certaines limites. Et ici, je ferai une parenthèse en vous rappelant qu'une des contradictions fondamentales d'un pays comme la France est que le délit d'opinion y existe en droit, et qu'apparemment ça ne soulève aucune protestation de la part des tenants de la liberté d'expression. C'est le point où l'on voit qu'ils savent très bien s'arranger avec la cohérence de leurs pensées. Mais je referme ici la parenthèse. Et je dirais que ces voix dissidentes ne sont donc pas réprimées, en tout cas pas à la mesure de ce qu'elles seraient sous un régime autoritaire. Non, la démocratie procède autrement, de manière à la fois plus subtile et diablement plus efficace. Elle rend ces voix inaudibles, tellement faibles ou tellement marginales qu'on sait qu'elles existent, mais qu'on n'éprouve pas le moindre désir à s'y intéresser, et encore moins à y accorder du crédit. Elles sont donc ces voix dans un état curieux, hybride, d'existence désactivée, comme un virus à qui on aurait enlevé sa vitalité pour le faire servir comme vaccin, comme un rempart à l'influence de la véritable maladie. La démocratie possède plusieurs grosses ficelles dont elle joue abondamment, avec la régularité fastidieuse d'une mécanique pauvre en pouvoir inventif. À côté du faux débat ou du débat adultéré dont nous venons de parler, et dans lequel gigote déjà la presque totalité de la population, existe aussi le débat qu'on peut qualifier de hors-sujet, ou débat frivole. Le principe en est très simple, et il est connu de l'Antiquité. C'est la fonction des jeux chez les Romains. Pour détourner l'attention du public de problèmes de société graves, potentiellement dangereux pour l'ordre établi démocratique et pour la caste qui agit en son sein, car il serait susceptible d'écorner sa mainmise sur les affaires et de remettre en question jusqu'au fondement même du système, on invente, de toutes pièces, ou on monte en épingle, une polémique tranchée et en apparence violente sur un problème indifférent. Le chorus médiatique se chargeant de divertir l'attention du public en le faisant changer d'objet. Oui, il faut le divertir, ce public, au sens pascalien du mot. Il faut le faire changer d'objet sans cesse. Il faut le faire consommer. Il est indéniable que la démocratie trouve dans l'économie de marché capitaliste un allié de taille, un auxiliaire de poids, à tel point qu'on en vient parfois à penser que l'un ne peut aller sans l'autre. Or, mesdames et messieurs, l'un peut très bien aller sans l'autre. Il n'est qu'à voir l'exemple de la Chine pour s'en convaincre. D'autres cas, d'ailleurs, seraient intéressants à aborder, des cas limites comme celui des USA, ségrégationnistes, ou de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Il semble que pour ces deux exemples, le mouvement de l'histoire ait été inexorable et que sous la pression de l'économie de marché grandissante, la démocratie ait été contrainte à devenir plus globale et plus inclusive. Il semble en aller différemment pour le cas d'Israël, où on ne voit pas que la société de consommation et le triomphe du capitalisme soient en mesure de battre en brèche la nature racialiste de l'État. Eh oui, il y a la démocratie des uns et celle des autres. Il y a les divertissements de Tel Aviv et il y a ceux de Gaza. Oui, l'abondance, la surabondance, l'offre pléthorique en démocratie de tout ce qui se range sous la rubrique divertissement et loisirs est absolument prégnante. Il est de grandes conséquences, effectivement, d'entretenir le gros de la population dans un état de divertissement permanent et perpétuel, de lui offrir des activités à quoi il puisse se raccrocher et sur lesquelles il puisse surfer à sa guise, ayant l'impression d'être transporté sans effort d'un point à l'autre de l'existence, dans un état mental homéostatique et tiède, propice à l'hypnose et à la somnolence. Bonne nuit à tous, au fond de vos alcôves. Mesdames et messieurs, c'était Oscar Galapagos. La culture, c'est la vie.